Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Nouveau pacte financier mondial au dernier jour du sommet. Emmanuel Macron évoque un consensus complet pour réformer en profondeur. L'événement a réuni pendant 2 jours une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. En début d'édition, nous parlerons justement de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial et surtout de ce constat relevé par les participants. La dette des pays les plus vulnérables à la crise climatique les empêche d'investir convenablement dans la transition écologique. Et demain, les Sierra-Léonais sont attendus aux urnes pour des élections générales au terme desquelles seront désignés les députés, les élus locaux et le prochain président du pays. Les campagnes électorales se sont achevées ce vendredi à minuit dans un climat tendu. À Paris, ce vendredi sonnait le dernier jour du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se veut plus solidaire et davantage adapté à la lutte contre le changement climatique et d'autres défis comme la pauvreté et les inégalités. Retour sur cette dernière journée et les grandes annonces avec Mathieu Nicolas. Clap de fin pour le sommet tant attendu organisé par Emmanuel Macron. Vendredi, c'était le jour pour les dirigeants venus du monde entier pour discuter des derniers détails d'une feuille de route qu'ils suivront dans les prochains mois à venir. Partant du constat que le système financier mondial actuel est incapable de faire face aux enjeux de développement et de changement climatique, les dirigeants se sont mis d'accord sur une chose: il faut réformer en profondeur le système financier mondial afin de le rendre plus efficace, plus équitable et plus adapté au monde d'aujourd'hui. Aucun pays ne doit faire le choix entre le changement climatique et la pauvreté. Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Chaque pays doit choisir souverainement son chemin. Il n'y a pas un modèle unique, et je pense qu'il est important qu'on respecte ici les chemins très singuliers que les pays doivent pouvoir suivre selon leur propre modèle. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. On a besoin de beaucoup plus de secteur privé. Et je pense qu'on doit être très honnête, il y a beaucoup de liquidités dans ce monde, il y a beaucoup d'argent. Des avancées, il y en a eu, notamment sur la dette. Les dirigeants et chefs d'État ont décidé d'accélérer sur la question de la dette qui touche de nombreux pays du Sud. L'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars via la réallocation de droits de tirage spéciaux a également été atteint au profit des populations les plus vulnérables. Après l'Afrique du Sud, l'Indonésie et le Vietnam, un nouveau partenariat de transition énergétique a été signé au cours du sommet avec le Sénégal pour l'aider à se débarrasser du fioul lourd. C'est un accord qui vise à leur permettre d'avoir une transition qui produit, qui crée de la richesse, et donc aussi de l'électricité pour produire, et qui réduit les émissions. Le Sénégal s'engage à avoir 40% d'énergie renouvelable dans son mix, mais il va développer du gaz. Et donc il y a des prix concessionnels, simplement on les fait à des conditions très avantageuses sur du très long terme. Mais pour le cas du Sénégal, on va lui permettre aussi de développer ses projets gaziers. Pourquoi ? Parce que le gaz est une énergie de transition et on sait que la planète en aura encore besoin pendant des décennies. En revanche, pas d'accord sur la taxe internationale du secteur maritime. Les dirigeants et chefs d'État réunis n'ont rien arrêté de concret. L'adoption d'une éventuelle taxe sera débattue en juillet par les acteurs du secteur qui se réunissent au sein de l'Organisation maritime mondiale. Certaines ONG dénoncent ce sommet comme un coup de communication. D'autres estiment que le sommet fait du neuf avec du vieux. Et il est quand même difficile pour les pays du Sud, contraints d'emprunter massivement pour rembourser leur dette qui a doublé en 12 ans, de s'adapter aux enjeux climatiques. Impossible dans ces conditions d'investir dans la transition écologique à la hauteur des défis. C'est un constat relevé par les dirigeants présents au sommet. Mathieu Nicolas pour les explications. Plus vulnérables à la crise du climat, les pays du Sud sont la priorité de ce sommet parisien. À la fois vulnérables et moins bien équipés pour y faire face, ils ont un besoin cruel de moyens pour éviter le pire. Problème, leur endettement a doublé en 10 ans. Ils sont donc contraints d'emprunter massivement pour rembourser leurs dettes,
plutôt que d'investir dans la transition écologique. Un cercle vicieux dont les dirigeants présents au sommet souhaitent se débarrasser. Il est clair que l'architecture financière internationale a failli dans sa mission de fournir un filet de sécurité globale aux pays en développement. Et la raison est simple. Comme Miyamoto vient de l'évoquer, cette architecture a été bâtie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et elle essentiellement reflète, même avec quelques adaptations, les rapports de force politiques et économiques de l'époque. Une architecture financière qui ne représente pas le monde d'aujourd'hui risque d'ailleurs de conduire à sa propre fragmentation dans un monde où la géopolitique est elle-même un facteur de fragmentation. Les dirigeants et les chefs d'État réunis à l'invitation d'Emmanuel Macron ambitionnent de réformer le système financier mondial afin de mieux armer les pays vulnérables du Sud face au changement climatique et à la pauvreté. Ils ont notamment étudié la mise en place d'une taxe internationale sur les émissions de carbone de l'industrie du transport maritime. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, soutient de son côté la suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe naturelle. Le président Macky Sall du Sénégal, lui, veut des actes nouveaux. L'Afrique a un besoin annuel autour de 170 milliards de dollars pour l'infrastructure. Et il y a un déficit par rapport à la disponibilité des ressources. Et ce qui limite l'accès à ces ressources, c'est justement la cherté des crédits. Et cette cherté est due en partie à la perception du risque et aux assurances qui sont exigées, lesquelles assurances en moyenne tournent autour de 12% du crédit. 12%, et c'est upfront qu'on nous exige de lever cet argent, surtout pour ce qui concerne les crédits EXIM et tous les crédits en tout cas privés. Donc si on arrive à trouver une solution sur la prime d'assurance, je pense qu'on aura beaucoup aidé les pays en développement dans l'accès aux conditions du marché ou dans le blending finance qui permettra en tout cas de mettre plus de ressources sur le continent. Enfin, l'idée d'une conversion de la dette en faveur du climat fait son chemin. Ce concept, appelé dette contre nature, permettrait aux pays concernés de voir une partie de leur dette annulée en échange d'un engagement à dépenser une fraction de la somme économisée pour protéger l'environnement. Jadis, paysage lunaire, le plateau de Simiri, situé à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, la capitale du Niger, s'est transformé en petit paradis pour la faune et la flore. Gigantesque projet de l'Union africaine, la Grande Muraille Verte vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique, allant du Sénégal à Djibouti en passant par la Mauritanie ou encore le Mali. Reportage. Un paysage désertique patiemment remodelé par l'homme. Ces demi-lunes sont des digues de terre construites par des villageois pour retenir plus longtemps les eaux de pluie et permettre à des arbres de pousser sur l'hostile plateau de Sirimi. Au Niger, l'aventure de la Grande Muraille Verte, pharaonique projet de l'Union africaine, a commencé en 2013. La toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement. Ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Ne sont plantées évidemment que des espèces très résistantes à la sécheresse, comme l'acacia du Sénégal. Leurs feuilles et leurs graines font le bonheur de toute une faune qui avait disparu et permet de nourrir le bétail. En tout, le projet de Grande Muraille Verte vise à reverdir d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique sur une bande de 8000 km de long allant du Sénégal à Djibouti. Pour le seul Niger, l'objectif est de replanter plus de 3,5 millions d'hectares, soit plus d'un tiers du territoire. Le pays en est encore très loin. On a fait une première évaluation en 2020 par rapport à ce qui est prévu et ce qui est réalisé. C'était très peu, on parle de 8% de réalisation. Dans cette course de fond contre la désertification, le Niger part avec un gros handicap, l'insécurité que font régner au Sahel les groupes djihadistes. Les paysans n'osent plus s'aventurer dans certaines zones pour reboiser. Ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont
concentré au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet appui-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité-là. En marge de la COP26, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a fait une promesse de don d'1 milliard de dollars, essentiellement pour la Grande Muraille Verte. 19 milliards avaient déjà été promis, notamment par des banques de développement pour financer ce projet colossal. Un projet vital pour le Niger. 80% de sa population vit d'une agriculture de subsistance et il devrait passer de 23 millions d'habitants en 2019 à 30 millions en 2030. Et comme vous le savez, le président camerounais Paul Biya est à présent à Paris pour le sommet sur un nouveau pacte financier mondial avec un agenda chargé. Au cours de ce sommet, Paul Biya a rencontré son homologue du Nigeria, Bola Tinubu. Paul Biya a eu d'autres rencontres bilatérales, aussi bien avec les autorités françaises et d'autres dirigeants avec qui il a échangé. Le sommet a surtout permis de mettre en avant l'une des idées défendues par le président camerounais ces derniers mois, celle de la nécessaire réforme du financement mondial. Et parmi les autres chefs d'État présents à Paris, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Il a eu une rencontre fructueuse avec Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Avec elle, le chef de l'État centrafricain dit avoir échangé sur le renforcement de la coopération entre le FMI et son gouvernement, ainsi que sur les dernières réformes qui ont abouti à la mise en place d'un programme avec l'institution financière. La veille, le président Touadéra avait déjà rencontré Régis Nsondé, administrateur adjoint du Fonds monétaire international. Il en avait profité pour mettre l'accent sur l'importance du soutien financier du FMI pour la réalisation des projets de développement dans son pays. Demain, samedi, les Sierra-Léonais sont attendus aux urnes pour des élections générales, au terme desquelles seront désignés des députés, des élus locaux et le prochain président du pays. Les campagnes électorales se sont achevées ce vendredi dans un climat tendu. Ahmed Paraiso. Il reste moins de 24 heures avant que ne s'achève la campagne présidentielle en Sierra Leone. En première ligne, deux hommes se disputent le pouvoir. Le sortant, Julius Madabio, du Parti du peuple de la Sierra Leone, face à Samura Kamara, du parti d'opposition, Congrès de tout le peuple. Je souhaite appeler tous les Sierra-Léonais à sortir et voter le 24, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, malgré le déluge habituel de balles ou tout autre obstacle, afin de protéger leur vote. Jeudi soir, c'est dans un climat tendu que la campagne s'est achevée. Les Sierra-Léonais subissent de plein fouet l'inflation. Sur un marché du centre-ville de Freetown, des commerçants et des chauffeurs de taxi discutent de l'inflation qui grimpe. Il se levait à 43% en avril dernier. Les frais de transport sont élevés. Nous n'avons personne pour parler en notre nom. Lorsque nous sortons pour manifester, la police utilise des armes contre nous. Ils tuent des innocents et nous souffrons. Le Congrès de tout le peuple, l'APC de Samura Kamara, avait appelé à des manifestations pacifiques dans tout le pays contre les anomalies dans le processus électoral. Mercredi, une centaine de sympathisants étaient rassemblés devant le siège de l'APC quand les forces de sécurité ont tiré des lacrymogènes dans leur direction. L'opposition dénonce l'opacité du processus électoral et réclame la démission du président de la commission électorale. Nous sommes venus car nous voulons des élections libres et crédibles. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas de problème avec le gouvernement. La commission électorale doit organiser ce vendredi une marche pour la paix afin, dit-elle, d'encourager les militants de tous les partis à aller voter samedi dans le calme. Et depuis le début du conflit armé au Soudan, plus de 115 000 réfugiés soudanais sont arrivés au Tchad en quête de sécurité et de protection depuis le début de la crise. En avril, le HCR travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires de tous les pays voisins du Soudan pour répondre à ceux qui sont arrivés et se préparer à davantage à de nouveaux arrivants. La situation en matière de sécurité s'est détériorée car les combats se sont poursuivis malgré les cessez-le-feu. Les combats actuels ont déjà déplacé plus de 800 000 personnes à l'intérieur du Soudan. Je vous propose d'écouter à ce propos Laura Lo Castro. Elle est la représentante du HCR au Tchad.
Ils nous ont raconté des scènes incroyables dans lesquelles tout le monde a dû fuir pour sa propre vie. Il y a eu des massacres et donc en fuyant, ils ont dû malheureusement laisser derrière des fois les petits enfants qui ne pouvaient pas courir, les personnes qui étaient blessées, les personnes qui étaient âgées. Donc ça c'est la chose qui nous touche le plus. Bien évidemment, on leur a dit qu'on est là avec communauté humanitaire pour essayer de les aider à vivre mieux ici au Tchad. On a des équipes, on a le PAM avec nous, on a beaucoup d'ONG, on va essayer d'aider le gouvernement à s'occuper de cette marée humaine. On parle d'environ 15 000 réfugiés qui sont arrivés dans l'espace d'environ 48 heures. Mais là, encore une fois, on n'est pas sûr, on est en train de commencer à faire le comptage. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisé par Noël Dong et Ahmed Chigno. 7 mois après l'accord qui a mis fin à 2 ans d'un conflit dévastateur, le Tigré crie famine et la situation risque de s'aggraver après les décisions en mai du Programme alimentaire mondial de l'ONU et de l'agence d'aide du gouvernement américain de suspendre leur aide alimentaire au Tigré en raison de détournements. Région de 6 millions d'habitants située dans le nord de l'Éthiopie, le Tigré est en quête de nourriture depuis plus de 2 ans. Durant la guerre qui a fait rage entre novembre 2020 et novembre 2022, des experts de l'ONU ont accusé le gouvernement fédéral éthiopien d'avoir soumis la région à un blocus de fait. Des allégations niées par le gouvernement qui accuse les autorités rebelles du Tigré de réquisitionner l'aide alimentaire pour leurs efforts de guerre. Des groupes armés du Nord, signataires d'un accord de paix au Mali, ont dénoncé les fraudes et les irrégularités auxquelles a donné lieu, selon eux, le référendum sur une nouvelle constitution dans ce pays confronté au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. Le cadre stratégique permanent réunissant ces groupes a aussi mis en garde contre le coup fatal que le retrait de la mission de l'ONU, MINUSMA, demandé ce vendredi par la junte au pouvoir, porterait, selon lui, à l'accord de paix conclu en 2015. Le CSP était opposé au projet de nouvelle constitution soumis dimanche dernier à référendum et dans lequel il dit ne pas retrouver l'accord de 2015. Les groupes ont empêché la tenue du référendum dans de nombreuses localités du Nord. En Cisjordanie, la situation menace de devenir incontrôlable entre Israël et la Palestine. C'est alarmé l'ONU. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'inquiète de cette nouvelle flambée de violence dans le territoire occupé. La Cisjordanie est le théâtre depuis le début de l'année d'une nouvelle vague de violence portant à plus de 200 personnes le nombre de morts liés au conflit israélo-palestinien. Cette situation inquiète le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, que la situation ne menace de devenir incontrôlable et que la rhétorique incendiaire ne serve qu'à plonger les Israéliens et les Palestiniens plus profondément dans l'abîme. Et sur le terrain de la guerre en Ukraine, le patron de Wagner a contredit Moscou concernant ses positions et a affirmé que l'armée russe reculait dans le sud et l'est. Une contradiction du Kremlin qui a répété ces derniers jours que la contre-offensive ukrainienne était un échec. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué quant à elle avoir abattu dans la nuit 13 missiles de croisière russes visant un aérodrome militaire dans l'ouest du pays. L'OTAN a achevé vendredi son plus important exercice de manœuvre aérienne. Et en marge du sommet qui s'est déroulé à Paris, le président Emmanuel Macron a accordé une interview à nos confrères de France Média Monde. Interview au cours de laquelle le président a appelé à une restructuration du système financier mondial. Objectif, mettre en place un modèle de financement durable pour encourager les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique d'investir dans la transition écologique. Écoutez-le. La Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, de redevenir au fond l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle, en menant une guerre d'empire auprès de son voisin l'Ukraine. Et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles, comme cela a été documenté par les Nations Unies en République centrafricaine.
à travers la milice Wagner. Donc je pense que par les choix aujourd'hui qui sont les siens, la Russie ne joue pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale. Et avant de nous quitter, on se quitte sur ces images. Le relais de la Flamme olympique de Paris 2024 débutera son épopée en France le 8 mai 2024 avec l'arrivée de la Flamme à Marseille avant 68 jours de voyage à travers le territoire français. Elle entamera 68 jours, comme je l'ai dit, à travers 65 territoires où les 11 000 porteurs de flammes l'attendent. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télésud.